tous les petits symptômes du deuxième trimestre et qu'on commence à sentir le bébé bouger. Mes meilleurs amis durant ce deuxième trimestre. Donc pour son prénom, en fait c'est une histoire un peu perchée, un peu magique peut-être. Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur le deuxième trimestre de grossesse que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram et je vous la tourne bien à la bourre, à 2 semaines et demie du terme. Donc en fait ce serait pratiquement le moment de faire la vidéo sur le troisième trimestre. Mais voilà, la vie et tout et tout. On a déménagé aussi durant le deuxième trimestre, donc c'est vrai que j'ai été un peu occupée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu vous parler des symptômes de la grossesse, du choix du prénom, de toutes ces choses-là en fait qui jalonnent le deuxième trimestre. Donc j'ai pris des notes au fur et à mesure parce que si là vous me demandiez le deuxième trimestre qu'est-ce qui s'est passé, je pense que j'en aurais oublié les 3/4. Parce que ça, s'il y a bien, je crois, un symptôme de la grossesse, c'est un cerveau qui passe du comté à l'émental, avec plein d'absences, plein de trous dedans. Je suis une catastrophe. Je cherche mes mots en permanence. Donc si ça arrive pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et si ça vous arrive et que vous êtes enceinte, c'est tout à fait normal aussi. Si vous arrivez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à vous mettre la petite alerte pour savoir quand est-ce qu'il y aura de nouvelles vidéos. C'est vrai que je suis pas nécessairement très régulière, donc c'est toujours bien d'activer la petite cloche pour savoir quand je publie une vidéo. Surtout avec l'arrivée du bébé, je risque de l'être encore moins, donc oui, activez cette petite cloche. Le truc avec, je crois, le deuxième trimestre, c'est un peu le moment qu'on attend. Parce que tout le monde nous a dit qu'au deuxième trimestre, d'un coup, on retrouve la forme, on est bien, on dort mieux. Enfin, en gros, c'est le meilleur moment de la grossesse. Et moi, je me rappelle, j'étais sur mon application et je fais « ça y est, aujourd'hui c'est le deuxième trimestre, pourquoi ça va pas mieux? Pourquoi j'ai toujours un sommeil de merde? Pourquoi j'ai encore des nausées ?» J'attendais un petit peu ça, je l'avais noté sur l'agenda et ça devait arriver du jour au lendemain. Bon, dans les faits, ça a été plus une transition qui a pris 1 à 2 semaines à peu près. Et c'est vrai que j'ai senti que l'énergie revenait, que j'étais beaucoup moins fatiguée, que les nausées ont disparu. J'en ai eu quelques-unes durant la nuit par moment, genre une nausée qui me prenait au milieu de la nuit comme ça, qui n'arrivait pas à passer. Mais ça, j'ai dû avoir ça 4 ou 5 fois durant le deuxième trimestre. Je ne sais pas du tout à quoi c'était dû. Mais globalement, c'est vrai que je me sentais beaucoup mieux et j'avais plus du tout toutes les douleurs pelviennes que j'avais pu avoir au premier trimestre et qui étaient particulièrement douloureuses. Le truc aussi qui est très cool dans le deuxième trimestre, c'est qu'on fait l'échographie ou, si on le souhaite, on apprend le sexe du bébé. Donc si vous avez déjà regardé les vlogs précédents, vous le savez, mais on attend une petite fille donc pour la mi-octobre. De toute façon, c'est ce dont on... Enfin, moi j'en étais persuadée et je vous en reparlerai un petit peu en fin de vidéo quand je vous expliquerai un petit peu comment on a choisi son prénom. Vous comprendrez mieux. Mais là, ce que j'avais envie déjà d'aborder, c'est tous les petits symptômes du deuxième trimestre. Peut-être que ça vous permettra de vous sentir moins seul, de mieux comprendre. Alors il y a des trucs très cool, d'autres un petit peu moins. Donc je vais prendre ma liste tout de suite. Pour un aspect purement esthétique, ce qui est sûr, c'est que on a des cheveux, enfin moi en tout cas j'ai trouvé que j'avais des super beaux cheveux. Déjà parce que pendant toute la grossesse, si j'ai bien compris, on ne perd pas ou très peu ses cheveux, c'est ce qui donne la sensation d'avoir beaucoup de densité. Donc bon là ils ont été brochés, je suis allée les faire couper en fait parce qu'ils étaient quand même un petit peu abîmés sur les pointes, je les avais pas coupés depuis 1 an, mais globalement on a une grosse densité et c'est pour ça qu'on a la sensation de perdre aussi beaucoup de cheveux parce qu'en fait c'est tous les cheveux qui auraient dû tomber bien avant qui ne tombent qu'après l'accouchement. Et par contre des cheveux beaucoup plus secs. Ce qui faisait que moi j'ai pu passer des fois 10 jours sans me laver les cheveux. Alors ce que j'aimais bien c'était des fois juste les laver un peu à l'eau, c'est-à-dire sans shampoing. Mais même au bout de 10 jours ils n'étaient pas sales et c'était comme si les racines s'étaient beaucoup plus asséchées, les pointes pas tant que ça, mais les racines oui, ce qui me permettait de tenir pas mal de temps.
Et en même temps, il n'y avait pas que les cheveux qui se sont asséchés, j'avais aussi la peau beaucoup plus sèche, la peau du visage beaucoup plus sèche, la peau du corps, vraiment un petit peu comme si mon corps manquait un petit peu de sébum. Je sais pas, peut-être que c'est le bébé qui a capté tout ça. Mais en tout cas, voilà, une peau plus sèche. En même temps, j'ai trouvé que j'avais des ongles beaucoup plus durs, vraiment beaucoup plus. Alors que moi, j'ai tendance à avoir des ongles qui sont pas. Enfin, ça va, mais c'est pas non plus. On peut les sentir un petit peu mous, et là, pas du tout. D'ailleurs, ils poussaient super vite, et je me retrouvais très vite avec des ongles super longs, ce que j'aime pas trop, à me dire oh là là, putain, il faut encore que je les lime, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est un des... En tout cas, moi je dis symptômes, mais bon, une des choses qu'on peut constater. Alors oui, les choses moins sympas, c'est que pendant la grossesse, déjà on a 1 litre de sang en plus et une circulation, enfin ça pompe beaucoup plus. Et ce qui fait que si vous avez des problèmes de circulation ou de vascularisation, en fait plutôt, ça risque de les accentuer. Moi, j'ai la peau qui est fragile et ce qui fait que j'ai eu des vaisseaux qui ont pété sur tout le visage, sur le décolleté, mais même ailleurs en fait, un peu moins au niveau des jambes. C'est quand même assez circonscrit sur le visage et le décolleté, mais c'était impressionnant. J'avais ouais, plein de petits vaisseaux éclatés, enfin genre, je les ai toujours, mais là je suis maquillée, sur absolument tout le visage. Donc je suis allée voir une dermato qui m'a expliqué que c'était normal pendant la grossesse, et que on pouvait rien y faire. Ça, je vous dirai moi quand même des petites astuces que j'ai mis en place. Et que en fait, dans les 3 mois qui allaient suivre l'accouchement, déjà ça allait se résorber naturellement, et que si il y avait vraiment des gros vaisseaux qui avaient pété, on pouvait faire du laser ou cautériser en fait les vaisseaux. Mais ça, ce serait voilà 3 mois à peu près après l'accouchement pour voir ce que la peau aurait le temps de récupérer. Donc il me tarde de voir ça. On va voir ce que ça va donner. Alors la petite astuce que j'avais trouvée par rapport à ça, c'est que moi j'utilisais de l'huile de calophylle, qui est une huile végétale qui aide à la circulation, en mettant un tout petit peu d'hélicryse, d'huile essentielle d'hélicryse. Alors ça, vous pouvez à partir du 2e trimestre, du 3e mois de grossesse. Voilà, je m'étais fait un petit mélange et j'appliquais ça sur le visage. Sinon, je mettais une goutte d'hélicryse dans ma crème de jour et l'huile de calophylle le soir, parce qu'elle est ultra visqueuse, elle sent pas méga bon, elle est verte. C'est pas une huile que je conseille pour la journée, mais voilà, pour le soir c'était très bien. Et j'ai quand même trouvé une petite amélioration, et en tout cas ça a empêché, je pense, que ça s'aggrave. Donc n'hésitez pas. Et dans la même lignée, les vaisseaux qui pètent, moi je les ai eu aussi dans le nez. Donc je saignais beaucoup du nez, mais genre c'était si je me mouchais, ça me déclenchait des saignements de nez, ce qui n'est pas du tout quelque chose de commun chez moi, je saigne pas particulièrement du nez. Et le truc moins sympa et moins glamour aussi, c'est que ça a fait plein de petites croûtes à l'intérieur du nez qui étaient super désagréables, que je ne pouvais pas m'empêcher de gratter, et donc ça ressaignait. D'ailleurs, j'en ai toujours un peu, mais moins. Donc ça, moi ce que j'ai fait, c'est que je mettais un tout petit peu d'huile, une huile de coco par exemple, à l'intérieur pour en fait que ces croûtes ne soient pas trop sèches. Et c'est ça en fait qui fait mal, c'est quand elles sèchent, elles viennent tirer et ça fait super mal. Donc avec l'huile, j'en remettais régulièrement et ça m'a aidé, j'ai trouvé. Et ça aide aussi à cicatriser. Voilà, donc ça c'est un des petits trucs pas très sympas. Et alors toujours pour continuer au niveau du visage, moi je me suis beaucoup protégée du soleil avec des crèmes solaires teintées. Alors j'ai utilisé, je vais vous mettre les références en barre d'infos, mais une crème Biarritz, laboratoire Biarritz, et un sérum qui en fait a une protection solaire en 30. Enfin en fait c'est 40, mais comme 40 ça n'existe pas en France, il la mentionne 30, de chez Ilia Beauty, qui est un espèce de sérum fond de teint qui a un film hyper naturel, mais dont je trouve que la texture est en fait c'est la plus agréable que j'ai pu essayer. Et donc voilà, ça j'en mettais tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est aussi ce que m'avait dit la dermato, quand on a les vaisseaux qui pètent, c'est super important de protéger sa peau du soleil en plus. Moi, c'est vrai que j'ai eu en tout cas des taches brunes qui se sont développées un peu plus
autour de mes lèvres, mais pas sur le reste. J'ai pas du tout eu de masque de grossesse, mais voilà, c'est vrai que depuis le tout début de la grossesse, je protège à mort parce que j'avais pas du tout envie de me retrouver avec ça, mais j'ai l'impression que selon les femmes, il y a des fois, on en a quand même quand on se protège bien, et plus souvent les brunes, j'ai cru comprendre. Je ne sais pas si c'est vrai, vous me direz en commentaire, mais voilà. Alors j'avais plus les douleurs pelviennes comme j'ai pu les avoir dans le premier trimestre, mais je sentais que ça tirait quand même pas mal, que ça travaillait, notamment le soir. En fait, le soir, ça a été de toute façon quelque chose qui a été super compliqué pour moi. Pendant toute la grossesse, j'ai eu un sommeil de merde. Bon, j'étais entre 3 et 5 heures de sommeil par nuit, plutôt 3 en général, ce qui clairement n'est pas assez, hein, on est d'accord. Et ce qui fait que j'ai été quand même pas mal fatiguée, j'ai eu des moments où je pleurais un peu sans raison, enfin sans raison, juste de fatigue. Parce que quand on arrive à un stade où on ne dort pas suffisamment, ce qui se passe c'est qu'on tient sur la tension, donc tout le corps est tendu, et quand on essaie d'aller dormir, on n'y arrive plus. Enfin, on n'y arrive pas, c'est comme si on avait des impatiences dans les jambes. En fait, c'est simplement le corps qui a pris l'habitude de tenir sur la tension parce que sinon il s'écroulerait, on va dire, et qu'il n'arrive plus à relâcher. Et ça a été assez compliqué pour moi, donc je me suis pas mal servie, je crois que je vous en avais parlé, des livres audio, de choses comme ça pour m'aider au niveau du sommeil, ce qui était plutôt pas mal. Et c'est rajouté à ça, assez tôt en fait dans la grossesse, je pense que c'était aux alentours du 5e mois, des contractions, les fameuses contractions de Braxton Hicks qui sont, ou AX, je sais pas comment on dit, qui sont ces fausses contractions, qui sont pas des contractions de travail, mais qui sont des contractions qui en fait préparent l'utérus à se contracter plus tard. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça donne la sensation d'un en fait tout le ventre qui se durcit. En soi, c'est pas douloureux. C'est plus un peu bizarre. D'un coup, il y a tout qui se durcit et en fait, il y a deux raisons. Ça peut être donc l'utérus qui se prépare, un utérus qui est un petit peu contractile et qui commence à se muscler, ou un bébé, et ça arrive quand même un peu plus tard dans la grossesse, qui parce qu'il bouge beaucoup vient stimuler l'utérus et l'utérus répond en se contractant. Et ce que j'ai vu pendant ma formation, parce que je me suis formée au yoga prénatal pendant ma grossesse, je vais vous en reparler, c'est que ce que notre formatrice nous disait, c'est qu'en fait, il y aurait peu de femmes qui auraient réellement l'utérus contractile, mais que ce serait souvent lié aussi à pas des très très bonnes postures où on a tendance à être un peu cambré, le ventre en avant, ou alors à solliciter les grands droits, c'est-à-dire où on ne fait pas attention trop dans les mouvements à ne pas solliciter les abdos et que en réaction l'utérus va venir aussi se contracter parce que ça vient on va dire tirer sur ça vient tirer sur ces grands droits qui devraient plus s'allonger que se rétrécir quand on va par exemple si vous vous relevez d'une chaise ou d'un canapé de manière assez naturelle, on a tendance à venir chercher les abdos et ça peut déclencher des contractions. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, ce que me disaient mes sages-femmes, c'est que tant qu'on n'en a pas plus d'une dizaine par jour, c'est bon. Il y a eu un moment où j'en ai eu beaucoup plus, donc elles m'ont demandé de ralentir, de me reposer, de m'allonger. Et c'est aussi, je pense, le corps qui peut envoyer un signal pour dire de lever le pied. Parce que des fois, en fait, comme on se sent mieux pendant le deuxième trimestre, on a tendance à en faire peut-être un poil trop. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire plein de choses, hein, qu'on ne peut pas avoir une vie normale, j'ai envie de dire. Mais le corps est quand même en train de créer la vie. Donc, il sollicite beaucoup de ressources et il a quand même besoin de se reposer. Et des fois, comme on ne lui accorde pas, il va trouver des moyens de le faire. Et voilà, ça va commencer par quelques petites contractions et ça va s'accentuer jusqu'à ce qu'on finisse par se poser. Donc moi je sais que ça m'avait un peu inquiétée, puis ça me posait surtout problème la nuit quand je voulais dormir, parce que quand on a des contractions au moment de s'endormir, c'est un peu plus compliqué. Et donc tout ça, ça m'amène à un des trucs les plus sympas du deuxième trimestre, c'est qu'on commence à sentir le bébé bouger.
Alors moi, je crois que j'ai commencé à sentir ma fille bouger vers quelque chose comme 4 mois et quelques, parce que c'était encore pendant le confinement. Et en gros, parce qu'en fait, je lisais partout qu'on sent comme des papillons dans le ventre, qu'on sait pas trop. Oui, en gros, moi je me rappelle, où des fois je suis là, je fais, mais est-ce que c'est un truc, c'est mon ventre, est-ce que c'est, je sais pas, ma digestion, ou est-ce que c'est vraiment le bébé? C'était un petit peu ça qui me questionnait au début, je savais pas trop. Et c'est vrai que ça donne cette sensation dont on parle de petites bulles qui éclatent. C'est vraiment, on a cette sensation de quelque chose qui vient nous frôler un petit peu, et on se rend compte assez rapidement que non, ce n'est pas notre digestion, et qu'effectivement c'est le bébé qu'on sent bouger. Et pour vous donner une idée, ouais, vers 4 mois et demi, 5 mois peut-être, 4 mois et demi je pense, un peu après, je me rappelle une fois on était dans la chambre avec Ferdi, il avait mis sa main et il la sentait, c'était très léger mais il avait pu la sentir. Mais ça dépend vraiment de chaque femme. Il y en a qui le sentiront plus tard, d'autres qui le sentent encore plus tôt. Ça dépend de comment le bébé est placé. Est-ce que c'est un bébé qui est actif ou pas? Bon, moi, ma fille est plus qu'active, donc c'est sûrement aussi pour ça que je la sentais, parce qu'elle bouge comme une folle. Voilà, mais ça c'était quand même très cool. Et je me rappelle que tous les jours j'essayais de me poser un petit peu, je mettais les mains pour voir si je la sentais. Voilà, c'était un moment où je communiquais avec elle qui était très très chouette. Maintenant, je la sens toute la journée, elle me déforme le ventre. C'est rigolo, hein, mais il y a des moments où ça fait un petit peu mal. Alors après, bien sûr, ce qui se passe, en tout cas pour moi, ça a été une prise de poids qui a été beaucoup plus rapide. Pendant les 3 premiers mois, j'ai quasiment pas pris. Je pense que c'était aussi dû aux nausées. J'ai pas tant mangé que ça. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu aussi le confinement, donc ça aussi, ça a dû m'aider à prendre un petit peu de poids. Mais voilà, on sent en fait qu'on rentre dans la grossesse, et effectivement, dans le deuxième trimestre, la prise de poids a été plus importante que dans les 3 premiers mois. Dans les trucs toujours un petit peu moins sympas, moi j'ai eu très 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 mal au dos. Pendant ce deuxième trimestre, ça a été vraiment pénible. Je crois que ça a été le truc le plus pénible. Surtout qu'avec le confinement, j'ai pas pu aller voir mon ostéo. Et donc j'avais mal à ce qu'on appelle les sacro-iliaques, qui sont vraiment au niveau du dos, un peu au-dessus des fesses, dans le bas du dos. Ça gêne à la marche, ça réveille la nuit. Alors voilà, ça c'était un petit peu compliqué. Heureusement, j'ai trouvé justement, grâce à ma formation de yoga, des postures et tout ça qui viennent aider à travailler sur les sacro-iliaques, heureusement, à venir les soulager, à trouver des postures, notamment dans le quotidien, parce qu'en fait, on prend plein de postures qui nous aident pas nécessairement. Donc voilà, ça a été pas très très cool, et n'hésitez surtout pas à aller voir un ou une ostéo pour vous aider quand vous avez des douleurs de dos pendant la grossesse, pour pas que ça s'installe et pour pas que votre corps se mette en réaction avec ça. Parce que moi je sais que quand j'ai vu l'ostéo après le confinement et qu'elle m'a manipulée, je me suis dit mais oh là 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 là, mais putain, j'aurais adoré la voir plus tôt, parce que en l'espace de voilà, de quelques jours, j'allais beaucoup mieux. Alors après, je l'ai quand même revue plusieurs fois, parce que après j'avais des contractions. Donc ce qu'elle faisait aussi, c'est que elle pouvait aider à donner un peu plus de place au bébé. À la fin du deuxième trimestre, elle m'a pas mal aidée, et au début du troisième aussi, pour en fait faire un peu plus de place au bébé, donc faire que ça vienne moins tirer par endroits, sachant que ce qui est sûr, c'est que moi j'ai de l'endométriose, donc les adhérences que je peux avoir par endroits viennent rajouter des douleurs, sûrement des douleurs pelviennes, peuvent venir aussi rajouter des douleurs, comment dire, comme moi j'ai le ligament utérosacré qui est touché aussi par l'endométriose. Ça diminue un peu la mobilité. Donc c'est aussi super intéressant d'aller voir une ostéo qui va venir continuer à travailler en fait sur ces adhérences, et continuer à permettre la mobilité dans le corps, la mobilité de l'utérus. Voilà, ça c'est quelque chose que je vous conseille vraiment.
Les jambes lourdes, mais bon, j'ai envie de vous dire, il a quand même fait 35, 36, 39 degrés cet été. Donc ça a été pas très rigolo. J'ai pas non plus les jambes qui ont gonflé et tout, mais en fait elles me faisaient mal. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais des douches très froides sur les jambes, matin et soir, souvent avant d'aller me coucher, pour aider à la circulation. Et après j'ai eu les fameux bas de contention que j'ai pas non plus trop mis, sachant que plus j'ai fait du yoga, d'aller marcher et tout, plus ça m'a aidé aussi. Donc voilà, je pense que c'est, en tout cas pour moi, c'était un mix entre activité et bien se masser, demander à son chéri de nous masser les jambes. Voilà, ça aide aussi beaucoup. Et pour finir, tout en classe, le dernier petit truc, c'est la première fois que j'ai éternué sans contracter mon périnée, où je me suis fait pipi dessus dans la rue. C'est pas, en fait, on se fait pas pipi dessus en mode énorme, hein, mais quand même, on sent qu'il y a eu un petit peu de liquide qui est passé. Donc, ça, c'est normal aussi, c'est que on vient travailler sur le périnée et que en fait, naturellement, quand il n'y a pas la grossesse, il n'y a pas de poids dessus, donc il fonctionne bien et il n'a pas besoin nécessairement d'aide quand on éternue. Là, pour le coup, c'est vrai qu'avec la grossesse, quand vous sentez que vous allez éternuer, vous contractez votre périnée genre 30 un millième de seconde avant et là vous pouvez éternuer sereinement. Donc ça fait, moi, je rigolais toujours avec Ferdi quand ça arrivait, je disais « Ouh mince alors !» Donc voilà, il y a ce genre de choses. Si vous marchez, si vous descendez un escalier et que vous éternuez, ne continuez pas à descendre, arrêtez-vous à une marche et contractez votre périnée. Après, j'avais envie de vous parler de mes meilleurs amis durant ce deuxième trimestre. Alors, il y a eu mon coussin de maternité qui m'a changé la vie pour dormir. Parce qu'en fait, ça aide vraiment à surélever. Si vous dormez sur le côté, ce qui est conseillé, ça va vous aider en fait à surélever la jambe du dessus pour que la jambe du dessus soit alignée avec votre bassin. Donc évitez de trop, on va dire, tordre votre colonne et aussi d'avoir tout le poids du ventre qui va vers l'avant. Ça aide vraiment à bien le replacer. Moi je trouve que ça m'aidait beaucoup aussi, je pouvais mettre les mains comme ça, je sentais que c'était... Voilà, ça prend de la place hein, dans le lit, ça, voilà. Mais moi ça a été génial, je m'en servais aussi pendant mes méditations, ma pratique de yoga, c'était trop cool. Alors j'en ai eu deux. J'ai utilisé au début celui de Nobody Knows, dont l'intérieur est en watt, donc plus mou, mais qui est pas mal pour le début de la grossesse quand on n'a pas besoin d'autant de soutien. Et après j'en ai eu un autre, je vais vous mettre les références en barre d'infos, qui lui était avec les petites billes à l'intérieur. Alors qui est plus bruyant parce qu'on entend les billes je sais pas de quoi d'ailleurs, de polystyrène ou je sais pas de quoi, mais on les entend un peu quand on le bouge la nuit, mais l'avantage c'est qu'on peut répartir les billes comme on le souhaite. Si par exemple on sent qu'il n'y a pas assez de hauteur sous le genou pour remonter la hanche, on peut remettre un peu plus de billes là, un peu moins au niveau de la tête. Enfin voilà, donc ça je trouve ça pas mal du tout. Donc après ça a été les leggings, je crois que j'ai mis ça pendant toute ma grossesse. J'ai été à mon avis 60-70% du temps en leggings. Pour le coup, c'était vraiment un legging Décathlon avec une grande ceinture en fait qui remontait. Bon, l'été, ça a été, pour le coup, j'étais quand même un peu plus en robe, mais pour moi, voilà, c'était trop bien. Je supportais pas trop les jeans, les choses qui venaient trop m'engoncer. Moi, j'ai besoin d'être confort. Donc, ça a été vraiment legging, legging, legging. Au niveau des habits, je pense que je vais vous faire une vidéo un petit peu de comment je me suis habillée pendant ma grossesse. Mais j'ai très peu acheté de choses, notamment parce que j'avais de la chance d'être enceinte en été. Alors de la chance, je sais pas si c'est de la chance, parce que c'était quand même dur quand il faisait 38-39 degrés, c'était pas facile. Mais l'avantage c'est que j'ai pu remettre toutes mes robes longues d'été que j'avais parce que c'était souvent coupé sous la poitrine, donc le ventre passait largement et j'ai pas eu à en acheter. Donc ça c'était vraiment cool, mais je pense que ça m'a fait faire pas mal d'économies. Et après, ce qui m'a beaucoup aidé, le yoga, je vais vous en reparler après, parce que vraiment, ça m'a permis de soulager les choses qui étaient des fois pas très agréables.
quand j'avais des petites montées de stress, bah, ça aussi ça m'a aidé, donc ça a été super important pour moi. Surtout qu'en plus on a fait des lives sur Instagram qui étaient trop cool, que vous avez aussi beaucoup aimé, donc je crois que ça m'a aussi ouais, rempli d'une certaine façon. Donc c'était vraiment très chouette. Et après, j'ai beaucoup lu pendant ce deuxième trimestre. Là, j'en ai un petit peu marre. Vous voyez, à la fin du troisième, je suis un peu en mode c'est bon, j'en ai marre de lire vos machins. Mais pendant le deuxième trimestre, j'ai beaucoup lu. Moi, c'est important. En fait, ce que j'aime, c'est comprendre ce qui se passe. Alors, bien sûr, avec des lectures un peu pas traditionnelles. J'ai pas lu Laurence Pernou. Mais je vous en avais déjà parlé de certaines dans la vidéo du premier trimestre. Ce que je me dis, c'est que là, il y en a quand même, j'ai pas mal de références. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les mettre en barre d'infos, une partie, et je vous ferai une vidéo, je crois, à ce sujet, parce qu'il y en a vraiment plein de différents, plein de choses qui m'ont aussi pas mal accompagnée, des préparations en ligne et tout ça. Donc ça, je pense que je vous consacrerai vraiment une vidéo à ce sujet, parce que sinon la vidéo va faire 3 heures. Mais en fait, pour moi, ce que j'aime, c'est passer par une partie un peu plus mentale pour après pouvoir lâcher complètement et faire confiance à mon intuition et mon instinct. Voilà, mais j'aime bien comprendre ce qui se passe parce qu'en fait ça me permet des fois de dire ah mais en fait c'est normal, je sens telle chose, mais c'est normal parce que mon bébé il se passe ça ou que mon corps se modifie de telle façon et en fait je vis beaucoup mieux ce qui est en train de se passer et je l'accepte beaucoup mieux. Donc je trouve que ça c'est important et aussi après pour faire ses choix, que ce soit des choix, les choix de comment on a envie d'accoucher, dans quel type de structure, bah tout ça, moi j'avais besoin ouais, de me renseigner, de mieux comprendre avant de pouvoir faire ces décisions-là. Alors ce dont j'avais envie de vous parler là très rapidement par rapport au yoga, parce que moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc il y a une chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est la respiration de base qui va venir faire travailler votre périnée et que je vous invite à faire plusieurs fois par jour, dès que vous y pensez en fait. Donc l'idée, c'est à l'inspiration, en fait on relâche tout. L'inspiration, elle est en fait passive. Et l'expiration, vous contractez votre périnée et vous expirez après de bas vers le haut. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous allez voir mon ventre qui va vraiment rentrer. Donc je mets ma main là et là je vais expirer. J'inspire. Je contracte le périnée et j'expire de bas en haut. Voilà. Et ça, en fait, c'est une respiration, on a tendance à faire l'inverse. De haut en bas, ou de rentrer le ventre à l'inspiration, de le sortir à l'expire. Et en fait, ce qui se passe quand vous faites ça, c'est que déjà, vous faites travailler votre périnée, il en a besoin, mais vous le faites travailler dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à la fois vous le musclez et à la fois vous lui apprenez à se détendre à l'inspiration. Donc vous allez vraiment sentir ce moment où il se contracte, vous expirez et le moment où vous inspirez, vous relâchez simplement tout et le ventre va se gonfler naturellement. Donc ça c'est super important d'avoir un périnée qui est à la fois tonique et à la fois qui a la capacité de se détendre. Pour l'accouchement, ça aide, vous pouvez en être sûr. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement et qui en plus va venir masser les viscères et remonter un petit peu quand même, je pense, le bébé dans le sens où on a cette vague qui part du bas vers le haut et qui évite de pousser les organes vers le bas, dont on n'a pas du tout envie. Donc ça, c'est vraiment une base pour moi que n'importe qui peut utiliser, pas nécessairement que quand on est enceinte, mais quand on est enceinte, c'est encore plus important. Et après, il y a toutes ces petites choses dans le quotidien. Je vous dirais qu'un des trucs les plus importants, et je vous l'ai déjà dit, c'est de ne pas utiliser ses abdos. Alors, pas tous les abdos, mais c'est les grands droits, ce qu'on appelle la plaquette de chocolat, quoi. Hein. Voilà, donc quand vous allez vous lever, l'idée c'est de toujours, plutôt que de vouloir aller vers l'avant, où on a tendance à contracter les abdos, c'est de toujours penser à aller vers en haut d'abord,
Donc pensez en fait à, dès que vous avez besoin de faire un effort, contractez le périnée et expirez et faites votre effort en fait sur cette respiration là. Ça va vraiment protéger votre périnée de la pression et protéger vos grands droits pour éviter ce qu'on appelle un diastasis, c'est-à-dire quand en fait les abdos finissent par trop s'écarter et ne pas revenir les uns contre les autres. Donc voilà, ça c'est un truc qui est vraiment primordial et c'est dans tous les moments où vous allez vous lever des toilettes, vous tourner dans le lit, toutes ces petites choses mais qui en fait cumulées sur toute une journée font que on vient pas mal tirer sur ces différentes parties du corps qui ont besoin qu'on les laisse un petit peu tranquilles. Donc voilà, moi ça a été une grande révélation. Donc je me suis formée à la méthode de Gasquet et on verra ce que je ferai de tout ça par la suite. Alors après, vous m'avez demandé, est-ce que, enfin voilà, au niveau du projet de naissance, du type d'accouchement, comment j'étais suivie. Alors ça, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans le premier trimestre. Alors je suis suivie par une équipe de sages-femmes en libéral et j'ai prévu d'accoucher sur un plateau technique. Alors un plateau technique, en gros, pour schématiser, c'est une salle d'accouchement que les sages-femmes sous-louent à une clinique ou un hôpital. Et ce qui fait qu'en fait, elles sont entièrement responsables de tout ce qui va se passer pendant l'accouchement. Donc, je ne suis pas censée voir d'infirmiers, de choses comme ça. Je suis vraiment qu'avec elles dans la salle. Mais s'il y a un problème ou s'il y a besoin de partir sur quelque chose de plus médicalisé pour X raisons, s'il y a besoin d'une péridurale parce que l'accouchement dure trop longtemps, que la maman est épuisée, voilà, ou qu'il y a besoin d'une césarienne, toutes ces choses-là, c'est tout à fait possible et on nous bascule dans la partie médicalisée qui est faite juste à côté. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi parce que, en fait, j'avais un peu ce truc qui me trottait dans la tête d'un accouchement à domicile, mais j'étais pas assez, je pense, sereine par rapport à ça, tout simplement. Et que quand j'ai découvert la possibilité du plateau technique, j'ai trouvé ça absolument génial parce qu'en gros ça répondait à tout, c'est-à-dire que j'avais vraiment la partie où je pouvais faire ce que je veux, comme je le sens, avec prendre les postures que j'entends, euh, de manière très instinctive sans que quelqu'un vienne me dire en fait vraiment comment faire, et ça c'est vraiment ce que moi j'avais envie, et de sentir que la sage-femme était une alliée et aussi, alors je pense qu'elles le sont toutes, hein, mais dans quelque chose de plus proximal, dans le sens où en fait elles sont 4 et les 4 m'ont suivi durant toute la grossesse, donc je les connais bien, on se tutoie, voilà, il y a quelque chose d'assez proche qui s'est tissé et ça c'est super important pour moi. Et elles ont une vision qui est quand même très proche de la mienne, d'un accouchement le plus physiologique possible, avec des postures à quatre pattes, debout, assises, accrochées à des sangles, euh, dans quelque chose de très naturel. Et ça, c'était pour moi juste parfait. Donc voilà, j'ai trouvé que le mix de tout ça était ce dont j'avais besoin, tout simplement. Et donc voilà, je vous ai un petit peu décrit mon projet de naissance, donc c'est sans péridurale, parce que ça c'est aussi le deal quand on veut accoucher avec un plateau technique, parce que le plateau technique, comme c'est les sages-femmes qui sous-louent en fait cet espace-là, on ne fait pas partie de la partie médicalisée, donc on accepte qu'il n'y ait pas de péridurale. Ça ne veut pas dire que si on en a vraiment besoin, il ne doit pas y en avoir, mais dans ce cas-là, c'est plus la sage-femme qui est en charge de l'accouchement, elle va rester avec nous, mais pour autant, elle n'aura plus cette place centrale de c'est moi qui accompagne complètement. Elle va plus être là pour faire en sorte qu'on respecte nos choix au maximum, mais voilà. Donc nous, on a vraiment trouvé voilà, ce mix et ce suivi parfait, sachant qu'en plus c'était elle qui faisait aussi les échographies. Donc pour nous, c'était vraiment l'idéal. Et ce qui se passe, c'est qu'aussi, si je le souhaite, 4 heures après l'accouchement, je peux rentrer chez moi. Alors, j'ai rien décidé. Si je me sens en forme, je pense que c'est quelque chose que j'aurais envie parce que les maternités sont assez bruyantes. Il fait très chaud dans celle où je suis censée accoucher et que je crois que j'aurais envie d'être chez moi. Mais je suis tout à fait ouverte au fait que ça puisse être complètement différent. Je crois que s'il y a bien quelque chose que m'a appris la grossesse et la maternité,
c'est que, en fait, on ne sait rien. Comment vous dire? On ne sait pas comment une grossesse va se passer. Il y a les plans sur la comète, il y a ce qu'on aimerait, et après il y a la réalité. Et moi je me suis vraiment rendu compte tout au long de la grossesse que le mieux c'était de vraiment... alors, bien sûr, on peut voir les choses, on va dire, avoir des visualisations positives et tout, mais ne pas être dans le contrôle en fait. Accepter que la vie va faire ce qu'elle veut et que oui, j'aurais bien aimé dormir 10 heures par nuit, mais non, ce n'est pas le cas. En fait, il y a plein de choses qui se sont présentées pour moi dans la grossesse pour me montrer que l'idée, c'était de s'ouvrir le plus possible et de laisser la magie opérer, même si c'était pas nécessairement ce qu'on avait prévu initialement. Et ça a été, je crois, un des plus gros apprentissages de cette grossesse. Quelque chose dont je crois j'avais vraiment besoin aussi. Et qui m'a pas mal challengée parce qu'en fait je me suis rendu compte que je pensais être quelqu'un qui lâchait quand même bien prise et où en fait c'est venu me retitiller sur mon besoin de contrôler un peu les choses. Et comme c'était étonnant parce que je me rendais compte que comme j'avais tendance à rien pouvoir contrôler en fait de la grossesse, je reportais ça sur des trucs et je pétais un plomb sur des choses plus de l'ordre du matériel ou de la maison ou du boulot. Et, euh, et c'est vrai que c'était super compliqué pour moi de continuer à lâcher. J'étais là à un moment, ah, c'est bon, lâchez-moi la grappe avec ça, j'en ai marre. Donc, enfin, ça m'a fait beaucoup grandir, tout ça. Vous me demandiez aussi jusqu'à quel point on commençait à nous projeter, à nous organiser durant le deuxième trimestre. Je vais être honnête, durant le deuxième trimestre, en fait, on a déménagé durant le deuxième trimestre. Donc, on a déménagé, j'en étais à la fin du 6e mois. Je crois que c'est ça. Enfin, bon. Et, enfin, dans le 6e mois. Et en fait, on n'avait pas la chambre de la petite, on avait... Enfin voilà, donc pendant le deuxième trimestre, on n'a pas du tout acheté rien du tout. Je crois qu'on a juste acheté un petit doudou. C'était pendant le confinement et c'était vraiment la seule chose que j'ai pris pour le bébé dans un Biocop. C'était important pour moi, j'avais envie d'avoir quelque chose de matériel, je sais pas, qui me rappelle que j'étais enceinte ou que j'attendais un petit miracle. Mais voilà, on s'était pas du tout projeté. Alors si, on va dire qu'on s'est projeté dans le sens où on a vraiment choisi, bon, on a déménagé, on a choisi une maison qui n'était pas nécessairement qui était pas du tout ce que nous on aurait pris. C'est une maison qui est dans la banlieue de Toulouse, dans une petite ville. Euh, et nous, on aurait voulu être au milieu de la campagne et tout ça, mais voilà, ça fait que ben là, j'habite à côté de chez ma maman. Ma famille est proche et on s'est dit que bah, pour les premiers mois, ce serait ce qu'il y a de mieux pour nous comme pour elle. Et donc on a fait ce choix-là. Donc dans un sens, oui, on a commencé à se projeter pour ce gros choix qui a généré d'ailleurs beaucoup de crises d'angoisse chez moi. Et je crois que j'ai déjà bien avancé sur ce deuxième trimestre. Je vous ai parlé de pas mal de choses. Ah oui, pour conclure, j'avais envie de vous parler du prénom. Parce que vous avez été très nombreux à me demander comment on avait choisi, est-ce que j'allais le partager, enfin voilà. Donc déjà par rapport à ça, non, on ne partagera pas son prénom et on ne partagera pas non plus son visage sur les réseaux sociaux. Ça c'est quelque chose qu'on a envie de garder dans l'ordre de l'intime. Euh, voilà, pour plein de raisons et que nous c'est ce qui nous semble le plus juste. C'est pas parce que nous on est exposé ou on s'est exposé en tout cas volontairement que ça doit être son cas. Elle n'a rien demandé. Donc voilà, et je trouve que c'est important d'avoir aussi son jardin secret pour soi. Après je juge pas du tout les personnes qui exposent leur enfant, enfin c'est vraiment chacun fait ce qui lui semble le plus juste. Et nous, ce qui nous semble le plus juste pour nous, c'est ça. Donc pour son prénom, en fait, c'est une histoire un peu, j'allais dire un peu perchée, un peu magique peut-être. C'était au mois d'octobre, l'année dernière. Et j'étais là dans la chambre et
Et d'un coup, j'ai eu la sensation, et en fait je peux pas expliquer pourquoi parce que je suis pas le genre de personne qui perçoit des trucs ou des machins, mais où j'étais en mode, je savais et je disais mais il y a l'âme de ma fille autour de moi. Et j'avais cette sensation d'être entourée, d'avoir un truc qui flottait autour de moi. Enfin, c'était très très bizarre. Et il y a un prénom qui m'est venu. Alors, pas du tout un prénom auquel j'avais pensé, euh, qui faisait partie genre de mes 10 prénoms pour ma future fille, tout ça. C'était vraiment bizarre. Et j'étais là, ok, d'accord. Et pendant 2-3 semaines, ça a fait ça. Régulièrement, j'avais la sensation de la sentir autour de moi. Et toujours ce prénom qui venait. Et donc, j'en ai parlé à Ferdi et ça m'a fait rire parce il m'a dit non mais tu te fous de ma gueule, c'est un prénom dont je t'avais déjà parlé il y a je sais pas combien d'années et toi t'avais dit non 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 j'aime pas machin. Donc ce qui était bien c'est que bah, lui il était complètement ok pour le prénom et en fait ce qui s'est passé c'est que dans les semaines et mois qui ont suivi, bah, en gros je lui disais mais écoute voilà je suis prête viens. Je lui parlais en fait un petit peu et je l'appelais par ce prénom-là en lui disant si tu viens, je t'appelle comme ça. Et, et donc quand je suis tombée enceinte, 3 mois plus tard, on ne s'est pas posé la question pour le prénom parce que c'était, bah, c'est juste elle qui nous a demandé, enfin qui nous a dit son prénom. Donc en fait c'était même pas la question de est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'aime pas. Ou moi c'était juste une évidence qu'elle devait s'appeler comme ça. Et, euh, et j'ai quand même cherché d'autres prénoms et j'avais vraiment l'impression de lui faire une crasse. Genre en mode, si tu viens, je t'appelle comme ça et en fait t'es là, non, non, je change. Donc j'avais vraiment cette sensation de, ouais, que c'était comme ça. Donc on n'a pas cherché, et ce qui est vraiment étonnant parce que quand j'étais plus jeune, je m'étais toujours dit que ce serait un des trucs les plus difficiles de ma vie à faire. Parce que pour tout vous dire, mon chat s'appelle Minou. Donc vous voyez à quel point comment dire, j'ai de l'inspiration pour trouver les prénoms et tout ça. C'est compliqué. D'ailleurs là on a une petite Minette qui vient, qui se balade et tout ça, qu'on a plus ou moins adopté. On l'a appelée Minette. Donc je me suis dit, tu vas appeler comment ton bébé Bébé 1, bébé 2, s'il y en a un deuxième, ça va être un petit peu nul. Et je suis aussi quelqu'un qui met des heures à... Enfin maintenant ça va mieux, mais quand je dois aller au resto à choisir les menus, enfin les plats que je veux sur un menu, donc je m'étais dit mais trouver un prénom qui va être le prénom de ta fille pour toute sa vie, ça va être compliqué. Et en fait, non, enfin ça a été voilà, une évidence. Donc voilà, moi je suis... En fait j'aime cette histoire et je sais pas si c'est vrai ou pas et à vrai dire je m'en fous. Euh, Il y a de la magie pour moi dans tout ça. C'est pour ça qu'en fait, quand on a fait l'écho, j'avais pas. J'étais en mode. Allez-y, mais je le savais en fait, je savais que c'était une petite fille. Ferdi aussi s'en doutait. D'ailleurs, je pense que c'était à 75%, je crois, sur Insta où vous pensiez que ce serait une petite fille. Donc voilà, c'est. Ouais, un peu de magie, ça fait du bien. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des choses que vous avez envie que j'aborde en particulier dans une vidéo, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je pense que je vais faire une foire aux questions de quelque chose avec plus vaste, peut-être quelque chose avec le couple, enfin toutes ces questionnements-là. Et peut-être des thématiques type comment s'habiller pendant la grossesse, les livres, voilà des choses un petit peu comme ça. Et je vous ferai la vidéo du 3e trimestre après l'accouchement, histoire de vous parler un petit peu de tout ça. D'ailleurs là elle bouge comme une petite folle. Mais c'était chouette de vous retrouver. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous. La prochaine fois qu'on va se revoir, je ne serai plus la même personne. Je serai une maman et ouais, ça va être assez dingue. Donc je vous raconterai tout ça de toute façon. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.